Eh ben, on peut y aller alors. Donc oui, bah, merci beaucoup à l'AFSA et à la filière déficience de m'avoir demandé de vous parler aujourd'hui. Donc, je ne vais pas en fait vous faire l'intégralité de la présentation du PNDS que devait vous faire Delphine Héron, parce que je pense que c'est important qu'elle puisse le faire à une autre occasion, en sachant que de toute façon, le contenu du PNDS sera nécessairement redétaillé, alors soit à l'occasion, je ne sais pas encore si elle aura l'occasion de faire une intervention sur un des futurs webinaires, ou sinon à l'occasion du webinaire suivant qui s'intéressera plus spécifiquement à la prise en charge au quotidien des patients avec syndrome d'Angelman. Donc, effectivement, moi, je suis neuropédiatre à Necker à Paris, au sein du Centre de référence déficience intellectuelle de cause rare et polyhandicap de la filière déficience. Et puis, je suis membre actif du conseil médico-scientifique de la FSA. Voilà. Donc, je vais vous présenter un petit peu des actualités cliniques et des pistes thérapeutiques dans le syndrome d'Angelman. Et donc, effectivement, l'un des éléments importants, ça a été l'apparition en novembre 2021 après un gros travail qui a été coordonné par Delphine Héron et son équipe, de ce protocole national de diagnostic et de soins, pour lequel je vous ai mis le lien pour y accéder facilement, en sachant que si vous n'avez pas trop l'habitude d'utiliser les PNDS, on a à chaque fois plusieurs documents à disposition. Il y a le texte intégral qui reprend de façon détaillé et il y a largement plus d'une centaine de pages assez complètes l'ensemble des recommandations sur la prise en charge. Mais il y a également un document plus court qui fait un peu la synthèse de ces recommandations. Ces recommandations. Et puis, il y a un autre document qui fait la synthèse de la revue bibliographique qui a servi à construire le document. Document qui a été construit donc, par un groupe de rédacteurs dont je faisais partie. Et puis derrière, il y a des relecteurs qui ont relu et retravaillé le document. Et les associations de malades, et notamment l'AFSA, ont largement fait partie de ce travail, que ce soit dans les groupes de rédacteurs ou de relecteurs. Ce gros travail, qui est en langue française, il a pour objectif de bien reprendre les symptômes et les signes cliniques qui doivent amener à évoquer le diagnostic. Il y a aussi toute une partie qui permet de voir comment, sur le plan génétique, moléculaire, on peut confirmer ce diagnostic. Et puis, il y a différents chapitres qui concernent l'évaluation des patients, des recommandations sur la prise en charge et le suivi, et des chapitres plus spécifiques sur le passage à l'âge adulte et le conseil génétique. Je ne vais bien évidemment pas reprendre tout ça, mais j'ai construit mon topo en bien évidemment vous mettant quelques rappels sommaires sur ce qui va nous amener à faire le diagnostic de syndrome d'Angelman. Et puis après, je vais repartir un peu sur ce qui existe à l'heure actuelle en recherche clinique et on rentrera dans le détail de certains symptômes. Donc, le syndrome d'Angelman, il est défini par une association de signes cliniques qui sont constants ou fréquents ou qui peuvent être associés de façon variable suivant les sujets et qui vous sont ici listés et qui avaient fait l'objet d'un consensus. Le dernier date de 2005. Ça n'a pas évolué. Avec les avancées de la génétique, ça viendra peut-être. Mais donc aujourd'hui, pour évoquer un syndrome d'Angelman, il faut avoir un sujet qui a un retard de développement sévère et qui va évoluer vers une déficience intellectuelle, qui va présenter, associé à cette atteinte cognitive, des troubles de l'équilibre et ou du mouvement, un comportement un peu particulier, avec notamment des stéréotypies, un rire immotivé et une certaine hyperkinésie, une certaine hyperexcitabilité, avec des personnes qui ont un langage oral qui est très peu, voire pas développé, mais qui ont néanmoins des capacités de compréhension qui sont bien meilleures si on les recherche que ce qui pourrait y paraître. Des autres signes qui sont fréquemment associés mais pas constants, c'est l'infléchissement de la croissance du périmètre crânien, ce qu'on appelle une microcéphalie acquise dans notre jargon.
L'association à une épilepsie qui, la plupart du temps, débute précocement, on y reviendra, et avec un aspect à l'électroencéphalogramme qui est très particulier, qui peut même nous faire porter quasiment le diagnostic sur cet aspect-là. Enfin, ils ont très fréquemment des troubles du sommeil, là aussi on y reviendra. Dans les signes associés, il y a des particularités morphologiques, des difficultés alimentaires, des troubles visuels avec notamment un strabisme. Il peut y avoir, notamment dans les cas de délétion, un phénotype avec une hypopigmentation cutanée et des yeux clairs. Ils peuvent avoir des signes pyramidaux et des troubles de l'équilibre. Et avec le temps, on le verra, un certain nombre vont développer une scoliose. Il y a également une certaine particularité sur le plan sensoriel avec des enfants qui sont très sensibles à la chaleur, qui sont très attirés par l'eau, certains sons, certaines matières, notamment le plastique. Et puis, sur les troubles du sommeil, on verra, il y a des choses un peu particulières. Je vous invite à aller voir cette petite vidéo qui avait été faite par l'AFSA qui reprend très bien et de façon très claire l'ensemble de ces éléments. Sur le plan génétique, on sait que cette maladie, qui est une maladie rare, est pour la très grande majorité des cas liée à un défaut d'expression au niveau cérébral d'un gène qui s'appelle le gène UBE3A, on va y revenir un petit peu après, qui est situé sur le chromosome 15. Qu'est-ce que ça veut dire un défaut d'expression d'origine maternelle? C'est qu'en fait, certains gènes dans notre corps humain, pour pouvoir être exprimés, et notamment exprimés au niveau de leur tissu cible, et en l'occurrence, là, c'est au niveau des neurones, ils ont besoin d'avoir quelque chose qui va les allumer, si on veut, et qui va permettre que ce gène soit fonctionnel et s'exprime dans le tissu cible, et avec des mécanismes qui sont assez spécifiques. Et ce côté j'allume ou j'allume pas est différent suivant que le chromosome sur lequel est porté ce gène vient de la maman ou du papa. Là aussi, il y a des vidéos qui reprennent très bien tout ça. Et en fait, quand on reprend un petit peu on va revenir après sur les différents mécanismes qui vont faire que finalement, vous n'avez pas l'expression maternelle de UBE3A dans le cerveau de ces sujets un petit peu plus loin. Je vous ai dit, le syndrome d'Angelman, on sait maintenant qu'il y a un rôle majeur de la protéine UBE3A qui est donc portée sur ce chromosome 15 dans l'origine et la physiopathologie de ce syndrome. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette protéine UBE3A? On sait que c'est une protéine qui est synthétisée de façon assez ubiquitaire dans l'organisme, mais qui notamment est très importante au niveau des neurones, où elle a un rôle de ce qu'on appelle d'activation ou de modification d'activité de certaines protéines, qui est cette fonction qu'on appelle d'ubiquitination. Et ces rôles-là, UBE3A, en gros, va se lier à certaines protéines et va avoir une implication sur la signalisation cellulaire, la mort cellulaire et puis sur la neurotransmission. Et notamment, ça va avoir un rôle dans ce qu'on appelle la plasticité synaptique, c'est-à-dire la façon dont les neurones vont se parler les uns avec les autres. Ça va avoir d'ailleurs un rôle dans la création de ces synapses. Les synapses, c'est vraiment la zone de communication entre deux neurones. On sait également que ça intervient dans la maturation des neurones et que c'est vraiment un processus qui est important dans le neurodéveloppement. Et puis, je rentre un tout petit peu plus dans le détail là-dedans, on sait également que cette protéine, elle a un rôle dans le fait de maintenir des taux adaptés, c'est-à-dire pas trop bas, d'un neurotransmetteur qui est majeur dans le système nerveux central, qui est le GABA, l'acide gamma-aminobutyrique. Et en fait, dans les syndromes d'Angelman, on sait qu'il y a une altération de cette neurotransmission GABAergique qui a plutôt un effet inhibiteur, c'est-à-dire que, en gros, si vous n'avez pas assez de GABA, vos neurones ne vont pas être suffisamment inhibés et ils vont avoir une hyperactivité.
Donc, c'est l'inhibition de l'inhibition du GABA qui va faire qu'on va avoir une hyperactivité. Et donc, pourquoi est-ce qu'il y a ces anomalies sur le GABA? Alors, dans le syndrome d'Angelman, on sait qu'en fait, à côté du gène UBE3A, si je reviens par là, dans cette région-là, vous voyez les GABR, machin, etc., il y a un certain nombre de récepteurs du GABA qui se trouvent juste à côté de ce gène-là. Et donc, il peut y avoir certaines mutations qui vont emporter certains de ces récepteurs qui vont donc être moins fonctionnels. Mais on sait qu'il n'y a pas que ça qui intervient parce que, y compris dans les patients qui ont un syndrome d'Angelman et sans délétion qui emportent tout ça, on a pu constater qu'il y a finalement un défaut de la circulation de ce GABA et de ce qu'on appelle un peu l'homéostasie du GABA, soit parce que les vésicules qui vont transporter ce neurotransmetteur vont pas bien être générées, soit parce que la protéine UBO3A va également avoir un rôle de lien avec certains transporteurs et que finalement, vous allez avoir une dégradation augmentée de ce neurotransmetteur qui va donc être déficitaire. Je vous ai un peu parlé de tout ça parce qu'on va en revenir après sur l'épilepsie. Donc, pour revenir un peu au mécanisme, je vous ai dit le syndrome d'Angelman, c'est lié au défaut d'expression maternelle, d'expression du gène UBO3A d'origine maternelle au niveau cérébral. Et donc ça, on peut aboutir à ce mécanisme, soit parce qu'il va y avoir une délétion, c'est-à-dire qu'on va perdre un petit bout de ce chromosome 15 d'origine maternelle. Ça, c'est la majorité des situations dans le syndrome d'Angelman. Soit parce qu'il va y avoir, dans certains cas, le chromosome 15 va venir les deux chromosomes 15 de l'enfant vont venir du père, ce qu'on appelle les disomies uniparentales. Dans un mode d'action un peu similaire à la disomie uniparentale, il va y avoir une mutation dans ce qu'on appelle le centre de l'empreinte, qui en fait va permettre de déterminer si vous activez ou pas le mécanisme qui va activer l'empreinte maternelle. Et puis, vous allez pouvoir avoir également des mutations ponctuelles dans le gène UBE3A d'origine maternelle, et puis encore des situations où on ne sait pas bien à quoi c'est dû. Du coup, le PNDS reprend un petit peu la méthodologie finalement pour arriver à confirmer sur le plan génétique le diagnostic de syndrome d'Angelman. Donc, bien évidemment, quand on a un patient avec un syndrome d'Angelman, en fait, on va faire ce qu'on appelle une étude de la méthylation qui va permettre d'identifier si il y a bien cette empreinte maternelle qui est présente ou pas. Soit on a une anomalie dans cette anomalie de la méthylation, et donc on voit bien qu'on a le défaut d'empreinte maternelle, et on va aller essayer de rechercher à quoi c'est dû, ce défaut d'empreinte maternelle. Et dans ce cas-là, on va pouvoir aller rechercher, soit si c'est parce qu'il manque un bout de ce chromosome 15 sur le chromosome 15 d'origine maternelle, soit si parce qu'on a ce phénomène de disomie uniparentale, c'est-à-dire que les deux chromosomes 15 viennent du papa. Et puis, si jamais tout ça est négatif, on va pouvoir aller rechercher plus spécifiquement l'anomalie du centre de l'empreinte. Est-ce que vous pouvez couper votre micro? Ah bon, ça va, il n'y a rien. Ok, super. Est-ce que je peux vous demander de couper vos micros, s'il vous plaît? Merci. Et puis, dans le cas où la méthylation ne permet pas de trouver d'anomalie, on va aller rechercher spécifiquement si on a une mutation dans le gène UBE3A qui permettra de confirmer. Donc ça, c'est quelque chose qui est maintenant bien connu et bien appliqué des services de génétique. Donc, voilà un petit peu pour les bases pour savoir de quoi on parle. Et puis maintenant, quand on parle un petit peu des actualités en termes de recherche, je vous ai remis ici ce qu'on trouve sur les études qui sont en cours et qui sont déclarées au niveau international autour du syndrome d'Angelman. Donc, vous allez sur le site Clinical Trials et vous tapez syndrome d'Angelman et vous voyez quels sont les protocoles qui sont en cours ou à venir. Là, je vous ai fait une série uniquement pour les protocoles.
qui sont en cours de recrutement ou qui vont l'être bientôt. Je ne vous ai pas mis tous les anciens. Donc, à l'heure actuelle, je vous en ai listé, il y en a 9 au jour d'aujourd'hui sur la page du syndrome d'Angelman, dont 2 qui vont bientôt démarrer. Je vous ai mis ici, il y a en gros 3 études qui sont en cours qui concernent l'histoire naturelle et la première partie va revenir sur ces données d'histoire naturelle. Et puis ensuite, il y a 3 essais thérapeutiques qui vont avoir recours, tester l'efficacité de ce qu'on appelle des oligonucléotides antisens. On reviendra derrière, avec 3 laboratoires différents et qui sont des études de phase 1-2. Et puis, il y a bientôt devrait démarrer une étude sur un médicament qui doit agir en fait sur les voies qui a après UBE3A et pour améliorer la neurotransmission. Et puis, il y a également une étude qui est plutôt observationnelle et qui est une étude française qui devrait étudier des taux d'une protéine, la gréline, chez les patients avec Angelman qui ont une obésité pour voir si ils ont des taux anormaux. Donc ça, c'est essayer de comprendre la physiopathologie de certains de ces symptômes. Donc, allons vers l'histoire naturelle et aller plus dans le détail de certains de ces symptômes. Et je ne vais pas vous reprendre ces études qui sont en cours, bien évidemment, mais plutôt essayer de vous illustrer par certaines revues récentes ce qu'on a à l'heure actuelle comme données plus récentes sur ces symptômes essentiels du syndrome d'Angelman. On va commencer par l'épilepsie, pour laquelle il y a eu, il y a à peu près 1 an, une revue de la littérature qui faisait un état des lieux de ce qu'on sait de l'épilepsie chez ces patients. Donc, on sait que c'est quelque chose qui est très fréquent, l'épilepsie, ça concerne 80 à 90% des patients. La plupart du temps, on dit que ça débute avant 3 ans, mais en fait, quand on regarde dans le détail, il y a quand même un quart des patients qui ont une épilepsie qui démarre avant même l'âge de 1 an. Et c'est un symptôme qui a tendance à diminuer dans le temps, mais qui, dans les séries, est rapporté comme persistant chez pas loin de la moitié des adultes. Il y a clairement un lien qui a pu être établi entre le fait d'avoir des crises plus précoces et une altération plus importante du neurodéveloppement et des troubles de l'interaction. Et on a également désormais de plus en plus de données sur le fait que certains mécanismes génétiques sont plus à l'origine d'une épilepsie et d'une épilepsie plus sévère que d'autres. Et notamment, on sait que les délétions de UBE3A d'origine maternelle sont plus pourvoyeuses d'épilepsie que les mutations ponctuelles ou que les anomalies du centre de l'empreinte ou les unidysomies. On sait également que dans les syndromes d'Angelman, un certain nombre de ces crises épileptiques sont soit déclenchées, soit fortement exacerbées par la fièvre dans un peu plus de la moitié des patients. Et puis, par ailleurs, on sait aussi que cette épilepsie, c'est une association de types de crises. Ils ne font pas un seul type de crise, avec des crises qui sont moins fréquentes que d'autres. Je dirais par les moins fréquentes, on sait qu'il peut y avoir certains enfants qui vont faire ce qu'on appelle des spasmes en flexion dans la première année de vie, mais c'est assez rare, mais ça existe quand même. Et puis, par ailleurs, les crises plutôt focales sont un peu plus rares que les crises tonico-cloniques généralisées ou les status non convulsifs. Ce qu'on appelle les status non convulsifs, ce sont des épisodes de crise qui sont prolongés ou répétés de façon très rapprochée, mais sans mouvement de convulsion, c'est-à-dire sans les phénomènes moteurs qu'on peut voir. Et donc, ces status non convulsifs, ils vont se manifester par quoi? Ils peuvent se manifester soit par des épisodes de rupture de contact un peu prolongés, c'est ce qu'on appelle les status absence, soit par la présence de petites myoclonies, c'est-à-dire des toutes petites secousses très discrètes
qui peuvent se situer au niveau des membres, au niveau du visage, etc., mais qui s'accompagnent dans ces situations-là de patients qui sont moins présents, qui n'ont pas le même comportement que d'habitude, qui interagissent moins bien. Et donc, comme ce n'est pas forcément très simple à reconnaître, vraiment, il faut penser, quand on a un enfant avec un syndrome d'Angelman dont on nous dit que son comportement a changé, s'est modifié, on a l'impression qu'il interagit moins bien, à lui organiser un électroencéphalogramme assez rapidement pour pouvoir mettre en place un traitement adapté. Le dernier point qui me semble essentiel là-dessus, c'est de vous redire qu'effectivement, il y a des aspects assez typiques sur l'électroencéphalogramme, notamment chez l'enfant, avec un aspect lent, très ample, qui fait qu'il n'est pas rare que parfois nos EEGistes, quand on envoie un enfant qui a un retard de développement, un petit trouble d'interaction et pour lequel il y a éventuellement des petites manifestations, on ne sait pas si c'est épileptique, on lui fait faire un EEG et le EEGiste nous appelle en disant « mais ton patient, il n'aurait pas un syndrome d'Angelman ». Donc ça a pu arriver assez régulièrement, donc c'est vraiment quelque chose qui peut nous aider. Quand on s'intéresse au traitement dans cette épilepsie, je vous ai dit tout à l'heure que UBE3A intervient, enfin dans les syndromes d'Angelman, il y a clairement quelque chose qui se passe autour de la régulation du GABA et donc du déficit en ce neurotransmetteur inhibiteur qui est le GABA. Donc bien évidemment, quand on va chercher à traiter une épilepsie, puisque l'épilepsie est entre autres liée à ce déficit GABAergique, on va cibler des traitements qui vont chercher à diminuer ce déficit. Et pour ça, on va utiliser le valproate. Alors, je n'ai pas d'action, mais c'est des paquines, micropakines, etc., qui est le médicament qui est le plus fréquemment utilisé chez les enfants avec syndrome d'Angelman. Historiquement, on utilisait également le phénobarbital, c'est le Gardénal, ou le clonazepam, c'est le Rivotril, en sachant que la question qui est posée est celle de la tolérance de ces traitements et des effets secondaires, notamment pour le Gardénal ou le clonazepam, qui ont des effets cognitifs non négligeables. Il y a un certain nombre d'autres traitements plus récents qui peuvent être également utilisés, que ce soit le lévetiracetam ou Keppra, d'autres types de benzodiazépines comme le clobazam, la lamotrigine, c'est de l'amygdale, l'épitomate. L'un des traitements qui est très à la mode et pour lesquels les familles nous sollicitent régulièrement, c'est le cannabidiol ou les dérivés du cannabis, pour lequel on a assez peu de données robustes scientifiques concernant son efficacité spécifique dans le syndrome d'Angelman. Je vous rappelle que c'est un traitement qui a été notamment, pour le coup, bien étudié dans certaines épilepsies pharmacorésistantes, notamment les syndromes de Dravet ou les syndromes de Lennox-Gastaut, où ça a montré une certaine efficacité en traitement adjuvant. Et dans le syndrome d'Angelman, on n'a donc pas d'études spécifiques. On a sur des modèles animaux une étude qui a pu montrer qu'en aigu, quand on induisait des crises chez des souris qui KO, le UBE3A, on arrivait à faire céder les crises, mais que par contre, sur le long cours, ça n'avait pas forcément un effet préventif sur la récurrence de crises au long cours. Après, à titre d'expérience personnelle ou surtout au sein de l'équipe et notamment avec le docteur Chemali qui chez nous collige toute cette utilisation du cannabidiol, on a eu des situations où clairement ça a pu apporter un mieux en termes de contrôle de crise, mais également chez certains patients un mieux sur le plan du comportement, de l'éveil, etc. Donc, c'est un traitement qui n'est pas écarté. Néanmoins, on n'a aujourd'hui pas assez d'études pour pouvoir le placer dans l'arbre décisionnel thérapeutique. Il y a d'autres médicaments plus récents qui peuvent aussi avoir un intérêt. Et puis, sur le plan autre que médicamenteux, il y a un intérêt
régime cétogène ou des régimes équivalents, notamment l'Atkins. Et puis, dans certains cas, il y a eu des situations où il a été rapporté un effet bénéfique du recours à la stimulation vagale par la mise en place d'un stimulateur qui va aller stimuler les noyaux parasympathiques au niveau du cou et qui nécessite une petite intervention. On sait également que certains médicaments peuvent avoir un effet aggravant, donc c'est important d'avoir tout ça quand on va choisir nos traitements. Donc, sur l'épilepsie, voilà un petit peu ce que je voulais vous dire de ce qu'on a comme données le plus récentes. Je vais maintenant passer à un autre aspect qui est majeur dans la prise en charge de ces patients et dans le quotidien des patients et des familles, qui sont les troubles du sommeil. Pour lesquels l'épidémiologie est pas très claire. Vous voyez, c'est rapporté dans 20 à 80% des patients, avec quelque chose qui semble plutôt s'améliorer chez l'adulte, mais on y reviendra après. Et en sachant que quand on essaye de décortiquer un petit peu quelle est la nature de ces troubles du sommeil, on a à la fois des troubles de l'initiation, c'est-à-dire des difficultés d'endormissement, et du maintien, c'est-à-dire des réveils précoces et répétés. Donc, ce sont des sujets qui vont s'endormir plus tard, c'est ça que ça veut dire, la tâche prolongée du sommeil, qui vont se réveiller très fréquemment, qui vont avoir une durée totale de sommeil qui va être très réduite, avec parfois, d'ailleurs, dans les descriptions initiales, l'impression que ils dorment moins, mais en fait, ils ne sont pas fatigués, comme s'ils avaient moins besoin de dormir que la population générale, pour certains d'entre eux. Néanmoins, vous voyez, il y a quand même certains sujets qui, comme ils ne dorment pas la journée, la nuit, ils dorment un peu plus la journée. Et puis, quand on essaye d'analyser avec des examens neurophysiologiques ce qui se passe pendant ce sommeil, et ce qu'on appelle quand une polysomnographie, où on va à la fois enregistrer les rythmes de l'électroencéphalogramme, le rythme cardiaque, la respiration, les mouvements, on voit qu'ils ont un sommeil qui est un peu plus fragmenté, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup plus de phases de transition entre veille et sommeil, qu'ils se réveillent plus fréquemment et qu'ils ont un peu moins de présence des stades les plus profonds du sommeil, ce qui veut dire qu'ils ont probablement un sommeil moins réparateur et moins de qualité. Dans les autres troubles du sommeil qui sont rapportés, il y a des ronflements et ce qu'on appelle des parasomnies, le fait de faire pipi au lit, d'avoir du bruxisme, c'est-à-dire c'est des mouvements de mâchoire. Ils peuvent avoir des terreurs du sommeil, ils peuvent parfois avoir une hyperkinésie et des mouvements de jambes, en sachant que c'est intéressant dans ces cas-là d'aller faire un dosage de ferritine pour vérifier qu'ils n'ont pas une carence martiale et éventuellement les supplémenter. Alors, je vous ai mis ici un petit diagramme d'une étude assez récente qui s'est intéressée finalement à c'est quoi les mécanismes qui font que dans le syndrome d'Angelman, ils ne dorment pas bien. Ou plus exactement, dans cet article, il s'intéresse à essayer de voir en quoi le syndrome d'Angelman, où il y a un trouble du sommeil, peut aussi nous donner des informations sur comment ça se passe quand on dort. Globalement, ce qu'on sait, c'est que pour avoir un sommeil de qualité, il y a plusieurs choses qui se passent en parallèle. Il y a la nécessité d'avoir ce qu'on appelle une horloge circadienne, c'est le trait bleu qui est ici représenté, ou C, qui fonctionne. Ça, c'est globalement ce qui va réguler les horaires de veille et de sommeil, et qui est en lien en fait avec une activation et une excitabilité un peu différentielle au cours de la journée de neurones qui sont situés au niveau de l'hypothalamus et qui vont notamment interagir avec la régulation de la mélatonine. La sécrétion de la mélatonine, on sait qu'elle est sécrétée avec un pic qui est en lien avec, qui est durant la nuit et qui est en lien en fait avec l'absence de lumière. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très en lien avec l'alternance jour-nuit. Et puis, il y a un autre élément qui intervient, qui est ce qu'on appelle la pression de sommeil, en fait. C'est le fait que, globalement, on ne sait pas bien pourquoi, mais l'homme, on a tous besoin d'avoir une certaine quantité de sommeil par jour.
Et ça, on le ressent tous au quotidien, c'est-à-dire que au bout d'un certain temps d'éveil, plus ça va aller, plus on a envie de dormir et plus à la limite on va s'endormir rapidement, je dirais physiologiquement. Et en fait, ce qui semble se passer, c'est que donc, vous avez votre horloge circadienne qui fonctionne, etc. Et puis, plus vous êtes éveillé, plus cette pression de sommeil va augmenter jusqu'à un moment où vous allez passer un seuil qui fait que vous vous endormez. Et puis, une fois que vous endormez, cette pression de sommeil, elle diminue. Et là, hop, vous arrivez en dessous de ce seuil du rythme circadien qui va faire que vous vous réveillez. Et donc, vous avez cette alternance entre ces deux phénomènes qui se passent et qui fait que vous avez un cycle veille-sommeil régulier et avec, au milieu de tout ça, la mélatonine qui est sécrétée plutôt la nuit. Ce qui se passe, les études sur à la fois chez les patients avec Angelman, mais on a peu d'études avec des grands effectifs, mais également sur les modèles animaux, c'est que on a l'impression que dans le syndrome d'Angelman, il y a à la fois un dérèglement de cette horloge circadienne où, vous voyez, il y a des alternances jour-nuit, veille-sommeil qui est un peu plus large, un peu plus étalé, c'est-à-dire que ce n'est pas aussi bien réglé qu'avant, et ce qui est probablement en lien avec le fait qu'on a une sécrétion de mélatonine qui non seulement est diminuée, mais dont le pic intervient plus tard, et que de ce fait-là, la pression du sommeil ne s'exerce pas pareil et pas au même moment. Et vous voyez, vous avez une superposition de vos courbes, ce qui fait qu'au final, vous avez une durée de sommeil qui diminue. Néanmoins, quand on regarde dans les modèles animaux notamment, on s'aperçoit qu'il n'y a pas toujours ces dérèglements de l'horloge circadienne, ce qui laisse à penser qu'il y a probablement cette notion de besoin de quantité de sommeil absolu qui est différente et qui est probablement diminuée, ce qui fait que là aussi, par voie de conséquence, ça va dégrader votre horloge circadienne et dégrader votre sécrétion de mélatonine. Tout ça pour dire qu'on n'a pas bien toutes les explications. Le dérèglement de l'horloge circadienne et l'altération de la sécrétion de mélatonine, ça explique pourquoi la mélatonine a, chez un certain nombre de patients avec un syndrome d'Angelman, une efficacité sur la rapidité d'endormissement, voire la durée de sommeil, mais ça explique pourquoi le fait qu'il y ait cette pression de sommeil sur laquelle on ne sait pas trop à quoi elle est due finalement, ça explique aussi pourquoi la mélatonine ne fonctionne pas systématiquement et chez tous les sujets avec syndrome d'Angelman. Alors, quand on s'intéresse à comment on va les prendre en charge, on a assez peu d'études en fait qui permettent d'identifier ça. Néanmoins, dans cette revue de littérature, je vous ai cité, il mettait en avant les mesures comportementales, l'importance d'avoir un rituel. Cette notion de chronothérapie, je vous ai dit, la mélatonine, elle est sécrétée quand on est dans le noir, la nuit, etc. Et donc, c'est essentiel d'essayer d'avoir quand même une régularité qui dorme la nuit et qu'il ne dorme pas dans une pièce complètement allumée. Et le fait d'être au noir est vraiment important, même si la mélatonine peut corriger ça en partie. Et puis l'autre chose, c'est d'essayer de jouer sur cette pression de sommeil pour essayer d'induire ce besoin de dormir. C'est-à-dire que s'ils dorment toute la journée, c'est sûr qu'ils n'auront pas envie de dormir la nuit. Juste pour revenir sur l'histoire de la sécrétion de mélatonine, ça explique aussi pourquoi avoir des activités, notamment avant le coucher et quand il fait nuit, etc., ça a tendance à décaler le sommeil. C'est que si vous regardez un écran, par exemple, ou vous avez une activité à la lumière, vous allez gêner la production de votre mélatonine. Donc, c'est un argument de plus pour proscrire l'utilisation des écrans le soir s'il y en avait besoin. Sur les traitements, on a assez peu de données. Sur la mélatonine, il y a peu d'études avec beaucoup de sujets qui permettent de rapporter un effet. En pratique clinique, on a l'impression que ça peut aider, mais on n'a pas quand même de choses très robustes là-dessus. Néanmoins, je vous rappelle qu'on a maintenant le Slénito qui a remplacé le Circadin et qui a un équivalent d'ATU avec une prise en charge pour les patients avec syndrome d'Angelman de moins de 18 ans, ce qui pose aussi souci au-delà de 18 ans.
Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire sur les troubles du sommeil. On va maintenant avancer sur la partie cognitivo-comportementale, où je vous rappelle que ce phénotype comportemental, il est vraiment central dans le syndrome d'Angelman, puisque Harry Angelman, quand il avait décrit les premiers patients, il avait été frappé par cet aspect de happy puppet, d'enfants souriants qui lui évoquait qu'il avait évoqué une peinture qu'il a vue dans un musée à Vérone. Et effectivement, ça fait clairement partie des éléments qui nous aident à, en clinique, identifier ce syndrome-là. Sur le plan comportemental, on a donc ce côté très joyeux et ces accès de rire qui sont présents chez la plupart des sujets, avec des enfants qui vont avoir un sourire réponse qui va se mettre en place de façon assez adaptée et précoce, mais par contre qui va contraster avec des enfants qui babillent peu. Ce sourire, il n'est pas toujours en réponse à des stimuli adaptés. Il est néanmoins favorisé par l'interaction sociale. Ce sont des sujets qui ont envie d'aller vers les autres. Et puis, chez certains enfants, et notamment quand il y a une épilepsie très active, on a parfois moins de facilité à le revoir. L'autre chose, c'est que ce sont des enfants qui ont tendance à bouger et à avoir un comportement hyperactif et à être très distractible. Mais là aussi, ce comportement, il a été décrit que ça diminuait plutôt avec l'âge, on va revoir après. Mais néanmoins, on a aussi pu identifier que quand on les met dans un environnement favorable et dans des conditions qui leur permettent de focaliser leur attention, ils sont capables d'avoir sur des temps limités une attention sur une tâche donnée. L'autre chose, c'est que c'est des enfants qui ont plutôt tendance à aller vers les autres, voire parfois un peu trop. Ils peuvent être très, très tactiles. Et à contrario, il y a certains enfants qui vont avoir plutôt des troubles de l'interaction avec des traits un peu autistiques. Et ça, c'est notamment chez les patients qui ont une déficience intellectuelle plus sévère et une épilepsie plus active. Quand on essaye d'étudier un peu plus en détail, finalement, quelles sont leurs capacités cognitives et quelles sont leurs difficultés sur le plan comportemental, et qu'on essaye de publier ça et de faire un peu une synthèse, on a besoin de pouvoir évaluer les choses. Et qui dit évaluer, on va y revenir après, nécessite d'avoir des outils adaptés. Ce qu'on a dans la littérature, c'est qu'il y a des évaluations neurodéveloppementales qui ont été proposées, et notamment dans la plupart des études avec l'échelle de Bayley, qui initialement une échelle qui a été développée pour des enfants âgés de 1 à 42 mois. Donc, on peut se dire, bah oui, mais comment on fait pour évaluer des enfants plus âgés? En fait, ce qui se passe, c'est que dans le syndrome d'Angelman, du fait de la déficience intellectuelle, en fait, ils ont, si on passe à des échelles plus adaptées à leur âge chronologique, on a ce qu'on appelle un effet plancher, c'est-à-dire qu'ils n'arrivent pas à faire les premiers niveaux de l'échelle qu'on attend. Et donc, on va utiliser une échelle qui, certes, a été développée pour des enfants plus jeunes, mais qui permet de mieux refléter et mettre en évidence quelles sont les capacités qu'ils ont. Et ça va être important, bien évidemment, pour faire un état des lieux à un moment donné, mais ça va aussi être important pour pouvoir suivre l'évolution et les acquisitions éventuelles au cours du temps que ces enfants peuvent avoir, et on va y revenir. Si on cherche à étudier plutôt comment les enfants s'adaptent dans leur environnement, comment ils arrivent à interagir avec les autres, on peut s'aider, ça a été le cas dans les études que je vais vous présenter après, d'autres échelles, et notamment la Vineland, qui, elle, a l'avantage d'avoir été validée pour des enfants âgés de 0 à 18 ans et qui va évaluer leur capacité d'adaptation dans le domaine de la communication, de la vie quotidienne, des habiletés sociales, et pour les plus jeunes sur le plan moteur. Et ça se fait à l'aide d'un questionnaire parental dans le cadre d'un entretien semi-dirigé qui peut également se faire par téléphone. Ça a été validé. À partir de là, on va obtenir un score brut dans chacun des sous-domaines et on va pouvoir là aussi calculer un âge développemental et un quotient de développement adaptatif.
Enfin, si on s'intéresse au comportement inadapté, on peut utiliser l'échelle ABC qui est validée pour les enfants de 14 à 43 mois et qui là va évaluer les comportements dans différents domaines et là aussi en se basant sur un questionnaire parental. Si on se sert de ça, qu'est-ce que ça donne? Alors, les premières données qu'on avait là-dessus, ça date de 2010, où cette équipe américaine s'était intéressée à essayer d'évaluer quelles étaient les fonctions cognitives et les profils comportementaux de 92 enfants âgés de 5 mois à 5 ans, qui avaient majoritairement une délétion un peu comme attendu, et où je vous ai ici remis les résultats de la Bayley, où ce que vous voyez, c'est que ils ont dans le domaine de la communication des capacités de compréhension qui sont meilleures qu'en expression, qu'ils ont des difficultés en motricité fine notamment, et que finalement, ils ont néanmoins des capacités de raisonnement qui sont un petit peu meilleures, et avec des profils qui sont assez différents, selon qu'on a des patients avec une délétion, c'est les colonnes en gris foncé, qu'on a des patients avec une anomalie de l'empreinte ou des patients avec des mutations ponctuelles qui ont un profil moins sévère. Ils avaient dans cette étude appliqué également leur questionnaire ABC qui étudie donc les comportements et vous voyez qu'on avait un profil d'hyperactivité qui pour le coup était clairement plus marqué chez les patients avec une anomalie de l'empreinte et également un peu plus d'irritabilité et par contre un peu plus de stéréotypie et un comportement un peu moins réactif pour les patients avec une délétion. Néanmoins, ça n'avait pas été il n'y avait pas eu d'analyse pour voir si c'était un lien avec une épilepsie active ou autre, mais on sait que c'est des patients qui ont globalement un peu plus d'épilepsie. Donc ça, c'était un état des lieux à un instant donné. Quand on parle d'études d'histoire naturelle, ce dont je vous ai montré qu'il y a plusieurs études qui sont en cours, on cherche plutôt à étudier finalement comment ça évolue dans le temps. Et pour ça, il y a déjà eu une première étude qui avait démarré, alors je ne sais plus si c'était en 2006 ou 2008, mais où il y a eu des recueils de données qui ont eu lieu jusque, je crois que c'était en 2015, par une équipe américaine là aussi, et qui a suivi une cohorte de 250 patients qui avaient moins de 18 ans à l'inclusion, mais qu'ils ont suivi sur plusieurs années. En moyenne 8 ans, jusqu'à 8 ans, je veux dire, pour voir un peu quelle a été leur évolution dans les différents domaines étudiés par cette même échelle au cours du temps. Vous voyez qu'ils ont séparé dans la présentation de leurs résultats les patients qui avaient une délétion des patients qui n'avaient pas de délétion. Donc, on retrouve ce qui a déjà été décrit, c'est que les patients avec délétion ont un profil cognitif dans l'ensemble des domaines qui est globalement plus sévère que ceux qui n'ont pas de délétion. Et puis, on retrouve également qu'on n'a pas les courbes quand même à attendre. Ce que vous avez en gris là, c'est la norme en principe. Mais on voit qu'il y a quand même des acquisitions qui se font au cours du temps avec un effet plateau au bout d'un certain temps. Donc ça, c'est super important parce que si derrière, on veut faire des essais, etc., c'est important de savoir si le traitement qu'on a, il a un effet, si l'évolution qu'on observe d'un paramètre, c'est bien lié à notre intervention ou si c'est finalement l'évolution naturelle. Ce graphe-là, c'est dans ce même papier, ils ont cherché à aller un peu plus loin, en fait, dans les analyses, les corrélations génotype-phénotype, et ils ont représenté l'évolution des paramètres dans les différentes échelles en fonction non seulement des délétions, mais ils ont distingué différents types de délétions selon la longueur et l'endroit où elles intervenaient, avec, on retrouve quand même le fait que c'est des profils sévères. Et puis, des mécanismes où c'est une anomalie du centre unidysomie parentale. Et puis, dans les mutations, ils ont distingué des mutations qui sont tronquantes, ça veut dire que ça implique
une coupure, une protéine qui ne va pas être du tout fabriquée, de mutations qui vont engendrer une anomalie dans la conformation de la protéine et où il y aura sans doute un déficit un peu moins important. Donc tout ça pour vous dire que ces histoires naturelles, avec des données complètes sur le plan à la fois des mécanismes génétiques, mais également en termes d'évaluation standardisée et répétée au cours du temps, c'est quelque chose qui est fondamental à l'ère où on arrive, où il commence on voit arriver certains traitements et certaines études, parce que toute la question, c'est quand on va évaluer l'effet d'un traitement, c'est est-ce qu'on change par rapport à une histoire récente, et on voit d'emblée que probablement les attendus ne seront pas les mêmes, et c'est important de les avoir pour tous les patients avec syndrome d'Angelman. Donc, on est déjà dans un cadre d'une maladie rare, mais avec également des profils qui sont très différents selon les différents mécanismes. Un autre élément qui est important que je ne vous ai pas mis là, c'est que quand ils ont appliqué leur échelle de Bayley, qui, je vous ai dit, elle est validée pour des enfants jusqu'à 42 mois, en fait, pour les patients qui n'ont pas de délétion et qui ont les profils les moins sévères, ils ont eu en fait quand même autour de 25% des patients qui étaient dans ce groupe-là, pour lesquels ils n'ont pas pu faire la Bayley, pas parce qu'ils n'y répondaient pas, mais parce qu'au contraire, ils avaient des profils où ils étaient trop bons. Ils en avaient ce qu'on appelle un effet plafond. Et donc, ce n'était pas interprétable, ça n'apportait pas d'éléments d'information. Et donc ça souligne un peu l'importance de l'outil qu'on utilise, et il n'est pas exclu qu'on se retrouve dans une situation où on ne va pas pouvoir évaluer de la même façon des patients avec délétion, de patients avec absence de délétion. Cette même équipe, elle a également fait ce même travail avec le suivi prospectif de l'échelle ABC, avec une population qui est à peu près similaire, où vous avez ici le profil d'évolution de l'irritabilité selon que les patients ont une dilétion en très plein, une mutation ponctuelle en gros pointillé ou un mécanisme d'anomalie de l'empreinte en alternance petit et gros pointillé. Et puis, pour l'hyperactivité, vous voyez que, notamment, ça a quand même tendance à se tasser un peu, mais ça reste persistant au cours du temps. Pour la léthargie, il y a plutôt tendance à avoir une augmentation chez les patients qui ont une anomalie de l'empreinte, de même que les stéréotypés qui peuvent augmenter dans le temps. Donc, tout ça, c'est des choses qui sont fondamentales pour savoir ce qui se passe en vie réelle. Le dernier point que je voulais évoquer avec vous sur ces aspects d'histoire naturelle, c'est finalement, ça avance, et le syndrome d'Angelman, initialement, c'était vraiment des descriptions pédiatriques, et puis on sait, ils grandissent, ils vieillissent, et du coup, c'est important aussi de savoir comment ils se présentent à l'âge adulte. Et pour ça, on a quelques études récentes qui nous apportent des éléments d'information. Cette première, qui a été par l'équipe de Prasad, avait repris 53 patients, des patients plutôt jeunes adultes, enfin adolescents et jeunes adultes, avec majoritairement des délétions. Et ils rapportaient qu'ils avaient une proportion d'épilepsie très importante dans leur population quand ils reprenaient les antécédents, et qu'il y en avait à peu près un tiers qui avait encore une épilepsie active, et qu'au-delà de l'épilepsie, ils observaient également des phénomènes moteurs paroxystiques mais non épileptiques, qui étaient un myoclonus, c'est-à-dire des sursauts chez 40%, et puis un tremblement qui est fréquemment retrouvé chez ces patients. Concernant les troubles du sommeil, ils avaient plus de leur moitié de population de grands ados et jeunes adultes qui avaient des bonnes nuits, plus de 8 heures par nuit. Parmi ceux-là, il y en avait un nombre non négligeable qui ne se réveillait pas du tout, et puis il y en avait une proportion quand même qui se réveillait au moins une fois par semaine. Mais en fait, quand on demandait, je vous ai dit, la quantité de sommeil, c'est une chose importante, mais ce qui est également très important, c'est est-ce que ce sommeil est de bonne qualité, et vous voyez qu'il y a quand même une persistance de troubles du sommeil qui est assez fréquente. Sur le plan comportemental, il était rapporté une augmentation de l'anxiété avec l'âge et la présence de certains comportements agressifs. On va y revenir après. Sur le plan digestif, ils ont une constipation très fréquente et la persistance d'un reflux gastro-œsophagien qui peut-être est en lien avec le fait qu'ils marchent peut-être un peu moins. Néanmoins, il y en avait quand même les 2 tiers qui gardent une marche autonome
il y en a un certain nombre qui ont une marche aidée. Il y avait dans cette série-là peu de patients non marchants. Et dans cette série-là, ils avaient une proportion de scoliose qui était assez peu importante, mais on va voir, peut-être c'est une question de définition également. Un autre élément très important était que la majorité de ces patients vivaient à domicile. Dans cette étude de cette équipe qui est néerlandaise, qui est plus récente, ils ont fait une étude sur un plus grand échantillon et avec une tranche d'âge beaucoup plus importante, puisqu'ils ont même un patient qui avait 83 ans, une proportion un peu moins importante des lésions. Et dans les choses qui restaient prédominants, c'était les troubles du comportement qui, chez un quart des patients, étaient considérés comme un comportement problème, c'est-à-dire que ça posait des soucis au quotidien et qui avait conduit à la mise en place d'un traitement spécifique pour ça chez 16% des patients. Et clairement, il faisait un lien très étroit entre ces troubles du comportement et le fait que les sujets ont du mal à s'exprimer et à exprimer leurs besoins, à raconter des choses. Donc, c'est clairement, ça souligne l'importance de les aider à de les aider à avoir une communication qui leur permet d'exprimer leurs besoins, de raconter des choses, etc. Sur le plan de l'épilepsie, la plupart avaient eu une épilepsie avec un contrôle, là aussi, qui était pas mal pour un certain nombre d'entre eux, mais au prix d'un traitement qui était souvent multiple pour une grande majorité d'entre eux. Ce qui était important, c'était qu'à l'âge adulte, on a vraiment l'impression que ces status non convulsifs dont je vous ai parlé dans l'enfance, ils ont tendance à régresser et que par contre, sur les phénomènes paroxystiques, ils rapportaient vraiment ces épisodes, là aussi, d'épisodes de sursaut qui ne sont pas épileptiques, mais qui pouvaient quand même être invalidants. Les troubles du sommeil, dans leur étude, étaient clairement restés bien fréquents dans la population, en sachant que, ou avaient été présents, parce que c'était une étude où ils avaient aussi demandé dans les antécédents et dans l'histoire médicale. Donc, ils avaient 88% de leurs patients qui avaient eu des troubles du sommeil, et chez un tiers à peu près, ça avait disparu, un autre tiers, ça s'était amélioré, et puis les autres, ça s'était soit aggravé, soit c'était stable, et ils avaient un peu moins de la moitié de leurs patients qui avaient un traitement spécifique pour le. Sur le plan de l'autonomie motrice, on était à peu près dans la même proportion de marche autonome, avec peut-être un petit peu plus de non-marchants, ce qui est un peu étonnant, d'autant que je vous rappelle, ils avaient moins de patients avec des lésions. Par contre, ce qui est intéressant de noter, c'est que il y a à peu près moitié-moitié, où soit les capacités de motrices sont stables au cours du temps, soit on peut observer un déclin avec le temps et sans qu'ils aient identifié les facteurs à l'origine de ça. Là aussi, on retrouvait cette problématique de constipation très importante. Ce qu'on voyait apparaître, et notamment pour les patients avec anomalie du centre de l'empreinte ou les imidiosomies, des difficultés en termes de satiété et l'occurrence d'un surpoids, voire d'une obésité. Dans cette étude, ce qui était assez étonnant, c'était leur proportion de patients avec scoliose. Mais en fait, ce qu'ils disaient, c'est que ils avaient finalement une grande proportion de scoliose qui était considérée comme modérée, n'ayant pas nécessité la mise en place d'un appareillage, et ils avaient à peu près 15% de leurs patients qui avaient été opérés. Donc clairement, ça souligne que l'importance d'avoir une surveillance orthopédique qui se maintient tout au long de la vie, de l'importance de stimuler au maximum le maintien d'une marche autonome qui est possible chez la majorité d'entre eux. Et puis, le fait, ce qui, moi, je trouve vraiment fondamental, c'est de voir comment on peut agir en termes de prévention, d'aide à la communication pour essayer de limiter au maximum les troubles du comportement et leur impact. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire en termes d'éléments un peu plus récents sur l'histoire naturelle. Et je vais maintenant passer un petit peu sur les perspectives thérapeutiques en cours. Je vais notamment vous parler des essais sur les oligonucléotides antisens. Alors, vous avez une revue qui a été faite assez récemment qui reprend assez bien finalement quelle est la démarche qu'on va essayer d'utiliser pour trouver un traitement dans le syndrome d'Angelman. En gros, vous avez compris, UBE3A, ça intervient au niveau de plein de protéines, ça a beaucoup de voies de régulation, etc. Donc, agir symptomatiquement ou avec une molécule sur chacune de ces fonctions,
ça semble assez compliqué. C'est ce qui a été fait, par exemple, par les traitements qui visent le GABA. On va y revenir après. Mais par contre, l'idée, ça serait de comment on fait pour corriger l'anomalie liée au défaut d'expression maternelle du BE3A au niveau cérébral. Très schématiquement, pour faire ça, il faut soit arriver à introduire un UBE3A fonctionnel au niveau cérébral, soit arriver au niveau cérébral à réactiver l'expression de l'allèle paternel qui est intègre, hein, il n'a pas de mutation, il n'a pas de chose, la seule chose c'est qu'il n'est pas allumé. Donc comment on va faire pour voir l'allumer? Et ça, on va y revenir, c'est un petit peu ce qui est dans les pipelines à l'heure actuelle, voire déjà en cours d'essai. Pour reprendre un petit peu les essais thérapeutiques en cours ou qui ont eu lieu récemment, on va reparler un tout petit peu de cet essai qui avait comme objectif d'essayer d'améliorer le fonctionnement GABAergique par le gaboxatol. On va repartir un petit peu. Il y a quelques essais qui ont pu avoir lieu sur des traitements symptomatiques de certaines pathologies, avec notamment la ganaloxone, là aussi qui est un dérivé GABAergique qui a pu avoir. Il y a un traitement, c'est celui qui est ici, celui-ci, l'analogue de la cyclomethylproline, qui devrait bientôt démarrer, qui a pour objectif d'essayer d'améliorer la fonction synaptique et qui est un traitement qui est également testé chez les Pitt-Hopkins notamment. Et puis, on arrive sur des traitements plus spécifiques, ciblant UBE3A au niveau cérébral, soit par des techniques de thérapie génique où on va aller introduire un gène UBE3A fonctionnel au niveau cérébral. Pour tout ça, on est encore dans des phases précliniques, c'est-à-dire chez l'animal, on n'est pas encore dans des essais thérapeutiques. Et puis, pour les thérapeutiques qui interviennent autour de la réactivation, à réussir à allumer la copie paternelle. Il y a plusieurs stratégies. Il y a eu des essais qui ont été faits au niveau préclinique qui avaient montré un certain effet, mais le problème, c'est que c'est des médicaments qui ont une grosse toxicité, donc ça a été abandonné. Et puis, on a, et alors là, cette diapositive n'est pas parfaitement à jour, là, on est plutôt dans les phases 2 et on va arriver dans les phases 3 pour l'utilisation des oligonucléotides antisens dont je vais vous parler. Et enfin, il y a d'autres techniques qui sont en cours et qui sont sur des essais précliniques chez la souris qui vont essayer d'aller corriger ce défaut d'allumage d'empreinte paternelle par d'autres techniques. Avant de vous parler de ces essais-là, je vous remets juste ces petites choses, ça paraît peut-être fondamental, mais qui dit essai thérapeutique dit qu'il va falloir qu'on évalue, est-ce que ce qu'on fait, ça marche? Et donc, évaluer, à quoi ça sert? En fait, ça ne sert pas que en recherche, ou bien sûr, pour la recherche, on va chercher à décrire l'histoire naturelle. C'est ce que je vous ai montré sur les échelles qu'on a utilisées, par exemple, sur plan cognitif. Mais ça va aussi avoir un intérêt de voir est-ce que mon intervention est efficace ou pas. En pratique clinique, en fait, on s'en sert aussi soit pour voir si on a un diagnostic, c'est ce qu'on fait quand on cherche à remplir nos critères diagnostiques. L'autre chose, c'est quand on va mettre en place un traitement, c'est important de savoir s'il marche. Et puis, c'est aussi important de savoir si ce qu'on fait, les interventions, des rééducations, etc., ont un effet. Puis, il y a aussi un intérêt au niveau économique et c'est un peu ça qui va décider si on va rembourser ou pas certains traitements. L'objectif de tout ça, c'est de mieux soigner et d'améliorer la qualité des soins qu'on propose aux patients. Ce qu'on appelle l'evidence-based medicine, c'est l'utilisation explicite et judicieuse des meilleures preuves scientifiques pour la prise de décision vis-à-vis de la santé individuelle des patients. C'est en pratique ce qu'on devrait faire tout le temps, ce qu'on n'est pas forcément capable de faire parce qu'on n'a pas forcément les outils ni les études qui permettent de le faire. Et donc, quand on s'intéresse à des outils d'évaluation, on veut qu'ils soient valides, c'est-à-dire qu'ils mesurent bien ce qu'ils prétendent mesurer,
Donc là, par exemple, vous avez un test où c'est votre patient, si globalement vous cherchez à mesurer quelque chose, vous voyez que tous vos points ils sont en dehors de la cible, donc là vous n'êtes pas valide. Et on veut que ce soit fidèle ou fiable ou reproductible, c'est-à-dire que si on va mesurer plusieurs fois, éventuellement par différentes personnes, un même paramètre, on veut qu'on obtienne le même résultat dans une même condition d'évaluation. Et donc, vous voyez que là, par exemple, ce test-là, il était on reproduit bien les mêmes résultats, mais on n'est pas du tout valide. Là, on a des mesures qui sont complètement dispersées au niveau de notre point. Donc, ce qu'on veut, c'est ça. On mesure ce qu'on cherche à mesurer, on mesure réellement ce qu'on cherche à mesurer et on veut que ce soit fiable. Le dernier point, c'est que par contre, il faut que notre outil il permette de mesurer des variations qui ont un impact dans la vie quotidienne. Et ça, c'est un des paramètres qui n'est pas toujours étudié par les outils qu'on utilise. Et donc, je vous ai repris ici le fait que, par exemple, on est dans le cas d'une maladie rare. Je vous ai dit en plus, au sein même d'une même maladie rare, il semble y avoir des variations dans l'histoire naturelle, dans les symptômes, etc. Donc, avoir des outils qui existent en population générale qui soient adaptés, clairement, ce n'est pas simple. Et donc, il a émergé la nécessité d'essayer d'avoir des outils qui étaient spécifiques au syndrome d'Angelman, et c'est ce qui a été fait par cette équipe qui a développé une échelle qu'on appelle la Clinical Global Impression Scale adaptée au syndrome d'Angelman. Et donc, cette échelle, comment ils l'ont construite? Ils l'ont construite en faisant des entretiens avec des aidants, des cliniciens, etc., en leur proposant différentes vignettes cliniques et en mettant en situation pour vérifier que les items de l'échelle étaient bien adaptés et cherchaient bien à mesurer ce qu'on cherchait à mesurer. Est-ce qu'on était bien valide et est-ce qu'on était, par ailleurs, il a fallu tester la fiabilité derrière. Et donc, ils ont ainsi construit deux sous-échelles. Une échelle qui est l'échelle de sévérité, qui étudie dans 6 domaines les compétences en termes de comportement, de motricité fine, de motricité globale, de communication expressive, de communication réceptive et de sommeil, avec différents niveaux de sévérité. Et ensuite, ils ont également construit une échelle qui s'appelle l'improvement, donc d'amélioration, et qui avait pour objectif d'étudier les différents niveaux d'évolution possibles pour un même sujet évalué par les dents proches du patient. Et donc, une fois que cette échelle a été utilisée, c'est une qui est régulièrement utilisée maintenant dans un certain nombre d'essais cliniques, mais vous voyez que, certes, vous avez des critères qui permettent d'avoir une sévérité, mais finalement, la CGI, l'improvement scale, c'est est-ce que j'ai l'impression que c'est mieux ou pas. Voilà. Et donc, ça a été utilisé notamment pour ces essais qui ont été faits autour de cet agoniste du récepteur GABA, donc qui avait pour le gaboxanol, c'est l'étude menée par le laboratoire Ovid, qui avait pour objectif d'essayer de diminuer l'inhibition GABAergique chez des patients avec syndrome d'Angelman, en disant qu'on agissait ainsi sur l'un des mécanismes physiopathologiques à l'origine des troubles de ce syndrome. Ils ont fait une première étude, qui est ce qu'on appelle une étude de phase 1-2, qui a pour objectif d'évaluer la toxicité éventuelle et la tolérance du médicament et avec différentes doses de traitement. Sur cette population, ils ont inclus pas mal ils ont testé 90 patients. Ils ont eu 2 effets secondaires sévères qui étaient des crises. Ils ont eu des arrêts de traitement parce qu'il y avait eu un effet indésirable, et dans un des cas, parce que c'est des essais contre placebo, il y avait même un patient qui avait eu un effet indésirable mais lié au placebo, et ils avaient eu d'autres petits effets mais plutôt mineurs. Et donc, ils avaient regardé dans les critères secondaires de cette étude-là, puisque l'objectif, c'était vraiment la tolérance du traitement, quand même, comment évoluer leur CGI improvement. Et ils avaient montré dans ces études que sous traitement par gaboxatol, il y avait une tendance à une amélioration de la CGI comparativement au placebo, que ce soit quand on regardait l'ensemble des symptômes ou quand on regardait
l'effet sur le sommeil. Ça, vous voyez, c'était significatif, inférieur à 0,05. Donc, tout ça, c'était plutôt assez encourageant et ça a vraiment… on était assez excités, je dirais, de se dire qu'on allait peut-être avoir un médicament avec une efficacité. Et puis derrière, il y a eu un essai clinique de phase 3, c'est-à-dire que là, on va vraiment chercher à évaluer l'efficacité du traitement qui a été conduit et où ils ont pris comme critère d'efficacité principale justement cette évolution, cette amélioration sur la CGI comme critère d'efficacité principale. Ce qui veut dire que pour que l'essai montre une efficacité, tout est construit dans l'essai en fonction de ce critère-là. Ça n'empêche que derrière, ils ont regardé, et ça c'est en cours d'analyse, d'autres critères secondaires, etc. Mais ils ont été obligés, Ovid a publié, c'était maintenant en décembre 2020, le fait que l'essai n'avait pas montré d'efficacité, ce qui veut dire que derrière, ils ne peuvent pas développer le médicament puisqu'ils n'ont pas eu des preuves scientifiques montrant un effet. En sachant que, vous voyez, quand ils avaient comparé l'évolution sur la CGI entre les patients qui avaient reçu le gaboxadol ou le placebo, il n'y avait pas de différence significative. Les placebos avaient c'était même plutôt plus amélioré que ceux qui avaient été sous traitement. Et donc, l'arrêt s'est arrêté, le développement du médicament s'est arrêté là. Tout ça pour dire que vraiment, ce choix des échelles et ce choix des outils est fondamental. Et là, je n'ai pas le temps de vous le détailler, mais clairement, il y a de plus en plus de littérature dans le champ des essais thérapeutiques sur les maladies rares qui souligne, l'importance d'avoir des outils adaptés, mais développer un outil, c'est compliqué, etc. Mais surtout, possiblement, d'aller vers des méthodologies un peu différentes qui sont au-delà d'aller vers le gold standard de l'essai randomisé contrôlé contre placebo, peut-être de développer des études avec une méthodologie extrêmement rigoureuse à tout petit effectif où on peut avoir des méthodologies qui donnent une puissance aux essais assez importante quand même et qui est intéressant de développer. En tout cas, les instances qui jusqu'à présent étaient très réfractaires à tout ça, notamment dans le développement des médicaments, commencent à s'y instaurer un petit peu. Donc voilà, je m'arrête sur cet aspect méthodo. Et pour arriver sur la dernière partie que je voulais discuter avec vous, c'était donc le développement et l'intérêt grandissant pour les oligonucléotides antisens. Les oligonucléotides antisens, c'est quoi? En fait, je vous ai dit, dans le cerveau, on a un UBE3A, la cale étoile. Là, on s'est mis dans la situation où il y a une mutation ponctuelle d'UBE3A. UBE3A est muté, ne fonctionne pas du côté maternel. Ce qu'on veut, c'est avoir une protéine UBE3A qui est synthétisée et qui fonctionne normalement. Et en fait, pourquoi est-ce que la copie paternelle, elle ne s'exprime pas? C'est parce qu'il y a la présence d'un ARN en fait, transcrit antisens qui vient, ce UBE3A ATS, qui va être synthétisé et qui va venir, et sous l'influence du centre de l'empreinte, qui va venir en fait bloquer la synthèse et l'expression de UBE3A d'origine paternelle. Donc, l'idée, c'est d'aller, entre guillemets, bloquer cet UBE3A pour qu'il n'agisse plus, cet UBE3A antisens, pour qu'il n'agisse plus sur UBE3A, qu'il n'aille plus se coller avec l'UBE3A et que du coup, la protéine UBE3A puisse, elle, être traduite normalement. Et ça, aller bloquer ce UBE3A antisens, ça peut se faire en allant injecter et en apportant des petites séquences d'oligonucléotides. Les oligonucléotides, c'est ce qui comporte ce qu'il y a dans notre ADN, qui vont aller se matcher à la séquence, se mettre en face. En fait, vous savez, tout ce qui est les mécanismes génétiques, vous avez un brin et en face, il y a un autre brin complémentaire qui vient se mettre en face. Et bien là, vous allez mettre un petit bout de brin qui est complémentaire de l'antisens, ce qui fait qu'au lieu d'aller se matcher avec UBE3A, il va se marier avec l'azo et donc vous allez pouvoir avoir une synthèse qui fonctionne pour UBE3A. Et donc tout ça, ça peut fonctionner dans les situations, aller restaurer l'empreinte paternelle non fonctionnelle. Ça marche dans les cas
de délétion de l'empreinte maternelle. Ça marche quand on a des mutations ponctuelles du gène UBE3A. Ça peut aussi fonctionner pour les défauts d'empreinte. Par contre, pour les disomies uniparentales, le souci qu'on a, c'est que si vous allez activer avec vos antisens, vous allez aller activer les deux copies, donc vous allez vous retrouver avec un phénomène de surdosage, entre guillemets, en UBE3A, qui en soi est délétère également pour le neurodéveloppement. Donc, les patients qui ont ce phénotype-là ne peuvent pas être cibles de ces essais-là. Et donc, je vous ai dit, il y a à l'heure actuelle 3 firmes qui développent des oligonucléotides antisens qui sont Ultragenyx, il y a Roche et il y a Ionis qui développent des oligonucléotides avec des essais qui sont plus ou moins avancés. Et le premier qui s'était lancé là-dedans, c'était l'essai Genetics avec de Ultragenyx, où ils ont commencé leur essai, donc c'est un essai de phase 1-2, où ils évaluaient la tolérance et en utilisant des doses croissantes de leur oligonucléotides pour tester que ce médicament était bien toléré. Je vous ai dit, l'importance, elle est que UBE3A soit exprimé, mais dans le cerveau. Qui dit cerveau dit qu'il faut y arriver et que si vous donnez un médicament par le sang, et notamment ce type d'oligonucléotide, le souci, c'est que vous n'allez pas permettre d'aller au niveau cérébral, vous n'allez pas passer la barrière hémato-encéphalique, et donc il faut l'introduire proche du cerveau, on va dire, entre guillemets, ou en tout cas proche du système nerveux central. Et ça peut se faire, et c'est ce qui a été fait, en faisant ce qu'on appelle des injections intratécales. C'est-à-dire qu'on fait comme quand on fait une ponction lombaire, on pique, donc on fait une piqûre en bas du dos, où on va rentrer dans le sac dural en bas de la moelle épinière. On est à distance de la moelle épinière, il n'y a pas de danger pour ça, on ne risque pas de faire de lésions. Et puis, on va introduire ce médicament-là et ça nécessite en fait des injections assez répétées. Donc, ce n'est pas si simple que ça et c'est quand même assez contraignant, mais voilà, il y a d'autres traitements qui existent où ça se fait comme ça. Cet essai a donc démarré. Ils ont inclus 5 enfants où ils mettaient des doses progressives pour chacun de ces patients et ça nécessitait donc une injection de ce médicament tous les mois pendant 4 mois. Et en fait, et puis ils les ont évalués en faisant passer des échelles de Bayley, en faisant passer une échelle spécifique sur la communication, là j'ai pas le temps de vous le détailler, et puis en faisant passer la CGI. Initialement, ça a suscité un intérêt hyper important parce qu'on voyait des améliorations sur des scores bruts dans un certain nombre de ces échelles. Et à la CGI, je vous ai remis ici les résultats qui avaient été rapportés patient par patient. Le souci, ce qu'il y a eu, c'est que quand ils ont monté les doses, en fait, ils ont eu des effets indésirables non négligeables qui ont été observés chez tous les patients, qui correspondent un peu à ce qu'on appelle une inflammation en fait des racines nerveuses en lien avec l'injection de ces fortes doses de GTX-102, qui est le médicament, l'azo qui était introduit. Et du coup, l'essai a dû être arrêté parce que c'était un effet indésirable sévère. C'est des patients qui ont transitoirement, parce qu'ils ont tous récupéré, perdu la marche. Ça a été jusqu'à une perte de la marche pendant un certain temps. C'est ce qu'on appelle dans notre jargon un peu un équivalent de syndrome de Guillain-Barré. Voilà. Donc, du coup, grande émotion, l'essai s'est arrêté. Et puis, finalement, comme il y avait quand même aussi ces données montrant une certaine amélioration, puis que le laboratoire avait aussi des enjeux financiers non négligeables, comme vous en donnez, ils ont rediscuté avec les autorités et ils ont eu l'autorisation de reprendre l'essai, mais à des doses plus faibles, parce que l'effet indésirable n'avait été constaté qu'à des doses importantes et ils n'avaient pas vu du tout d'effet indésirable
doses les plus faibles. Et donc, ça a pu reprendre courant 2021. Et en janvier 2022, je vous ai mis ce qu'on peut trouver sur la page d'Ultragenics, qui était plutôt assez rassurante sur le fait que, pour le moment, ils n'ont pas observé de ce type d'effet indésirable et qu'ils ont l'impression néanmoins d'avoir quand même une petite activité clinique. Mais là, on en est vraiment sur des résultats c'est pas des résultats, on est dans une communication très préliminaire et en sachant qu'ils sont surtout attendus au tournant sur la question de la tolérance. Donc tout ça pour dire que ça c'est le premier qui a un peu essuyé les plates, qu'il y a d'autres essais qui sont dans les pipelines et que on espère bien qu'il va y en arriver en France. En tout cas, il y a des travaux actifs pour que ça puisse être le cas, en sachant que de toute façon, il est clair que dans le cadre des essais cliniques, on est dans le champ de maladies rares, d'essais où il y a peu de patients inclus à chaque fois. Et donc, effectivement, il est certain que ce seront des patients, qu'il y aura peu de patients inclus sur la totalité du territoire, en tout cas pour ces essais de phase 1-2. L'enjeu pour nous, c'est derrière de pouvoir, s'il y a des essais de phase 3, y arriver. Mais en tout cas, on travaille avec les firmes pour que ce soit possible. Donc, je vais m'arrêter là pour pouvoir répondre à quelques questions. Pour dire que, comme vous voyez, dans le syndrome d'Angelman, il y a quand même une recherche active. Je n'ai pas du tout ici présenté tout ce qui est recherche fondamentale sur la connaissance des mécanismes qui sous-tendent le syndrome, en dehors quand je vous ai un peu parlé des troubles du sommeil. Clairement, il y a des travaux en cours et que ces études d'histoire naturelle sont fondamentales, d'une part parce que pour améliorer la façon dont on suit nos patients, c'est quand même ça le principal, et puis par ailleurs avec l'arrivée des nouveaux traitements pour ne pas conclure à tort qu'il se passe quelque chose ou qu'il ne se passe rien, et d'autant plus que les traitements qui arrivent, le fait que ce soit une maladie qui touche et une expression neuronale, vont nécessiter quand même des techniques d'administration qui seront moins simples que de prendre un comprimé ou un sirop. C'est sans doute, il y a beaucoup de choses encore. Tous les essais là, des asos, c'est en intratécal. Sur les techniques de thérapie génique, on sera probablement sur des injections intracérébrales ou intraventriculaires. Après, il y a des équipes qui essayent de réfléchir à d'autres méthodes d'administration moins contraignantes, mais on n'y est pas encore. Et puis, j'ai souhaité insister avec vous sur l'importance d'avoir des outils d'évaluation adaptés, mais également probablement de réfléchir à des modalités d'évaluation un peu différentes de ce qui a été fait jusqu'à présent et qui nous permettront sans doute d'avoir des données intéressantes. Voilà, je suis à votre disposition. J'ai sans doute été trop bavarde. Je vais peut-être reprendre les questions qui ont été posées dans le chat directement. Je vais arrêter le partage. Enfin, je vais le laisser parce que si jamais je dois montrer des choses, je pourrais. Ouais, vas-y. Ouais. Alors, première question. Les crises d'épilepsie peuvent-elles être provoquées par une surstimulation sensorielle type musique? Alors, c'est compliqué. Oui, il y a des patients où, enfin, je dirais que j'ai pas d'études là-dessus. Mais en pratique clinique, on a clairement des parents qui vont nous dire quand il fait ça, ça lui déclenche une crise. Donc, je pense qu'il faut le garder en tête. Après, c'est par quel mécanisme, je ne saurais pas dire, notamment quand il y a une surstimulation, etc. On sait très bien que les phénomènes d'hyperventilation, c'est des mécanismes qui peuvent, par exemple, activer l'excitabilité neuronale. Donc, est-ce que c'est par le biais qu'il y a une modification de la respiration dans ces situations-là? Je ne peux pas l'exclure, mais effectivement, c'est pas étonnant. Il y a certains enfants où effectivement les parents disent très bien que quand ils sont très 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 stimulés et qui sont très excités, ça peut induire certaines crises. Après, tout dépend le type de crise. Le seul facteur qui est clairement identifié comme provoquant des crises de façon scientifique, c'est la fièvre. Mais néanmoins, les familles rapportent quand même régulièrement qu'il y a certaines situations qui
qui peuvent provoquer ça. Et je pense qu'elles ont raison. Après, on n'a pas bien compris quels sont les mécanismes derrière. Voilà. Merci. Deuxième question. Existe-t-il d'autres outils d'évaluation des capacités pour les jeunes adultes? Alors, des outils spécifiques au syndrome d'Angelman, je dirais, non, il n'y en a pas spécifiquement. Ce qui a été publié par les grandes études de l'histoire naturelle, ils ont, comme je vous disais, utilisé la Bayley, notamment pour tout le monde, mais comme ils mettaient, ils ont 25% ils ont 25% de leurs patients non délétés pour lesquels ils n'ont pas pu le faire parce qu'ils avaient un effet plafond. Donc, je dirais que la question, c'est sur l'évaluation cognitive, c'est d'appliquer l'échelle suivante. En gros, on peut leur faire une WIPSI, par exemple, et voir s'ils répondent. Après, la question, c'est de savoir analyser quand est-ce qu'on a un effet plafond, un effet plancher, et de ne pas hésiter à upgrader un petit peu en fonction des échelles cognitives qui existent dans ce point de vue-là. Après, sur des patients très déficitaires, et puis là aussi, tout dépend. Pourquoi est-ce qu'on cherche à évaluer? C'est-à-dire quand on est dans un projet de recherche un peu global comme ça, on est obligé d'utiliser le même outil pour tout le monde parce que sinon, ça ne veut plus rien dire. Après, dans une pratique clinique, il peut parfois être intéressant d'utiliser des outils plus adaptés. Sur les patients très sévèrement atteints, il y a également, avec des polyhandicaps, il y a des échelles comme le CP, etc., qui peuvent être intéressantes parce que ça permet de fixer des objectifs. Donc, je crois que pour choisir un outil, il faut vraiment savoir quel objectif qu'on se pose et de maîtriser l'outil, de savoir l'utiliser. Merci. Alors, une autre question. Est-ce que la dysomie est inclue dans la mutation? Alors, je n'ai pas bien compris. Non, la dysomie uniparentale, je vais vous remontrer le schéma. Hop. Hop. Là, vous me dites, vous voyez là ou pas? Hop. Ah, là, c'est bon. C'est bon. Dans les mécanismes, où est-ce que je l'ai? Hop. Dans les mécanismes, vous avez vraiment ces mécanismes de délétion, grande délétion, la dysomie uniparentale. C'est ce que vous pouvez avoir par contre, c'est une mutation au niveau du centre de l'empreinte qui va, elle, induire les seuls phénomènes de mutation à l'origine d'un équivalent de dysomie uniparentale, c'est quand vous avez des mutations dans le centre de l'empreinte. Et par contre, la mutation à proprement parler, c'est une mutation, on parle de mutation ponctuelle dans UBE3A sur le chromosome d'origine maternelle. Je ne sais pas si j'ai répondu à la question. C'était juste que dans les échelles, c'est moi qui ai posé la question, dans les échelles que vous présentiez, il n'y avait pas systématiquement, sauf erreur de ma part, la dysomie. Et c'est pour ça que je me demandais si c'était rattaché à autre chose. Mais c'est peut-être moi qui n'ai pas bien compris. Alors, attendez, dans les échelles que je vous ai présentées, sur les études initiales qu'il y a eu, en fait, non. Par contre, ce qui est souvent, notamment dans l'étude de Gentil, je vais vous la remettre, ce qui est souvent regroupé parce qu'ils ont un phénotype qui est assez similaire, par contre, c'est les anomalies du centre de l'empreinte ou les unidysomies. Voilà. Mais les mutations ponctuelles, elles sont vraiment à part. Ok, c'est clair. Alors, c'est moi qui ai loupé cette étape. Merci beaucoup. Voilà. Et donc, autre question. Est-ce que les angoisses à l'extérieur amènent des crises qui sont de plus en plus longues, environ 30 minutes? Je dirais que, la première question, c'est de savoir est-ce que les manifestations observées sont vraiment des crises épileptiques. Ça, c'est la première chose. Comme je vous disais, oui, on sait très bien que comme je vous disais, certains phénomènes émotionnels, on a l'impression, chez certains patients, ça déclenche des crises. Alors, est-ce qu'elles sont plus longues ou pas? J'en sais rien. En tout cas, il n'y a pas de données dans la littérature scientifique qui permettent de répondre à ça. Merci. Et la réponse, un commentaire, je le vois. Enfin, vas-y. Ah, d'accord. Ok. Non. Vas-y, ouais. Sinon, l'autre question. Necker travaille avec Ionis et Roche, et dans quelle mesure? Alors, la réponse est oui, je n'en dirai pas plus parce que quand il y a des histoires d'essais thérapeutiques, etc., on est soumis à des clauses de confidentialité. Donc,
Oui, on est approché, mais pas que par Ionis et Roche. On a des liens avec les différents laboratoires qui développent des médicaments. Voilà. Mais je n'ai pas le droit d'en dire plus. Autre question, existe-t-il des préconisations en termes d'activité de remédiation cognitive? Alors, là-dessus, pour le coup, je vais un peu botter en touche parce que c'est pas mon domaine de. Enfin, j'ai pas recherché spécifiquement sur cette question-là. Ce que je sais, c'est que d'une manière globale, dans tous les troubles du neurodéveloppement dont fait partie le syndrome d'Angelman, il y a quand même de plus en plus de littérature qui va dans le sens d'un intérêt de ce type de prise en charge. Mais je ne saurais pas vous répondre sur quelles sont les préconisations spécifiques là-dessus. Donc, je suis désolée, là, pour le coup, je sèche un peu. Et puis, dernière question, on va peut-être s'arrêter à celle-ci, puisque si on veut respecter le timing. Donc, bonjour, mon fils de 14 ans a de gros troubles du sommeil. La neuropédiatre qui le suit ne sait plus quoi mettre en place, car tout ce qu'elle met lui fait l'effet paradoxal. Le dernier traitement était l'imovante, ça n'a pas fonctionné. Auriez-vous une idée de traitement pour l'aider à dormir? Alors, là, je ne vais pas pouvoir répondre parce que je ne vais pas vous faire une consultation en direct. Je dirais que la première chose, et c'est un peu ce que je vous avais mis, c'est qu'il faut réussir, mais ça, je pense que le médecin le fait, mais c'est identifier déjà quel est le trouble du sommeil, quel est le type de trouble du sommeil. Et je pense que cette notion d'action à la fois sur l'horloge circadienne, de veiller par des mesures comportementales à avoir un cycle quand même jour-nuit clairement identifié, d'aider par la mélatonine à avoir un effet éventuellement, ça peut être intéressant, d'éviter que l'enfant dorme dans la journée au maximum. C'est clairement, ça paraît assez important. Après, comme je vous disais, on n'a pas tout compris. On a effectivement des enfants qui ont des réponses un peu paradoxales à certains traitements et on ne sait pas bien pourquoi. Pourquoi est-ce que ça ne pourquoi est-ce que ça marche pas. Il y a clairement, moi j'insisterai aussi sur ce que j'appelle l'aspect comportemental, mais qui est une forme d'hygiène de vie. Je vais prendre un exemple. Moi, je suis une patiente qui effectivement ne dort pas. C'est pas, elle dort par séance de 30 minutes. J'ai essayé, là, comme votre neuropédiatre probablement, des dizaines de traitements avec soit pas de réponse, soit des réactions paradoxales, etc. Je ne sais pas du tout si c'est la situation de votre enfant, mais par exemple, cette jeune fille, clairement, le problème, on l'a identifié avec la famille, c'est que cet enfant, comme malheureusement nombre d'enfants, n'a pas de place en structure médico-sociale, qu'elle n'a pas d'activité et qu'effectivement, elle n'a pas suffisamment d'activité parce que la famille a aussi plein d'autres choses à gérer et que clairement, les seules fois où elle a un peu dormi, c'est quand elle a été faire des essais ou qu'elle a eu des jours de répit dans des structures. Donc, c'est pour vous dire que oui, la question du médicament, mais il y a aussi tout l'environnement qui est indispensable et ça nécessite d'avoir des consultations dédiées à ça. Alors, il y a de plus en plus dans différents centres des consultations dédiées autour du sommeil. Après, dans les molécules plus récentes, est-ce que le CBD pourrait avoir un intérêt? J'en sais rien, mais en tout cas, je ne vais pas faire une prescription là comme ça. Mais éventuellement, effectivement, de vous diriger vers une consultation dédiée troubles du sommeil. Il y en a à Necker, il y en a à Trousseau, il y en a à Debré, notamment en région parisienne. Du coup, je vois une remarque de Dorothée me demandant de parler également des évaluations fonctionnelles. Je dirais que oui, c'est un peu ce que j'avais voulu dire tout à l'heure dans ma réponse au sujet de l'adulte, c'est-à-dire que au-delà d'avoir des évaluations chiffrées en termes de développement cognitif, globalement, ces évaluations fonctionnelles, c'est-à-dire quelles sont les capacités de l'enfant en vie réelle, elles sont fondamentales et c'est fondamental de les suivre également pour pouvoir adapter les prises en charge. Et donc, la Vineland en est une.
Il y a d'autres échelles, il y a des échelles qui se développent, qui font un peu la synthèse avec des regards, de croisement de regards également des capacités de l'enfant en situation. Et on ne fait clairement pas assez, et je te rejoins complètement, Dorothée, c'est important de faire des points régulièrement pour voir où on en est et quel nouvel objectif on peut se fixer en adaptant l'environnement. Et ce n'est pas seulement un test, je vais faire caricatural, de qui permet de répondre à ça. Il y avait une question justement sur l'évaluation pour les adultes. Donc, chez les adultes, on peut utiliser la Vineland en sachant que le score de motricité n'est plus valide, mais on peut utiliser les autres domaines. Et au niveau, on va dire, développement cognitif, on peut utiliser, on va dire, l'équivalent du PEP chez le jeune, qui est l'ancienne APEP qui s'appelle la TITAP maintenant, donc qui peut être utilisée avec profit chez des jeunes adultes et des adultes. Ok. Je pense que peut-être on arrive à la fin de ce premier webinaire. Peut-être on est obligé peut-être de s'arrêter là, c'est désolant, mais bon, je crois que les échanges pourraient continuer. Donc je voulais remercier le docteur Uli d'avoir pu faire ce premier webinaire. Merci à tous et à toutes pour votre participation. Donc on vous rappelle que vous pourrez le revisionner sur la chaîne YouTube de l'APSA. Et vous serez informé de sa publication via la page Facebook. Donc notre prochain webinaire, ce sera à l'automne. La date n'est pas encore fixée pour l'instant et ça portera sur les thèmes suivi médical des personnes porteuses. On ne vous entend pas. Et également les spécificités comportementales des personnes porteuses du syndrome. Donc les intervenantes seront les docteurs Sylviane Pedenier et Perrine Charles, ainsi que la professeure Angèle Consoli. Donc écoutez, je vous remercie beaucoup tous et toutes. Et puis, donc, nous vous souhaitons une bonne journée et à très bientôt. Alors, bonne journée à tous. Au revoir.